Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres de votre édition du 22h ce soir. La Grèce, un sujet très sensible au menu du sommet européen ce soir. La proposition allemande visant à placer le pays sous tutelle budgétaire a déclenché une belle polémique et malgré les gestes d'apaisement d'Angela Merkel, c'est un lourd climat qui pèse à Bruxelles et à l'instant, nous apprenons que les 25 pays de l'UE ont adopté un traité renforçant la discipline budgétaire. Nous serons en direct sur place avec François Baudonnet tout à l'heure pour en parler. François Hollande n'avait pas cité son nom au Bourget. Nicolas Sarkozy lui a rendu la politesse hier. Mais le match entre les deux hommes a bel et bien commencé. TVA, immobilier, temps de travail, tout les oppose. Projet Hollande contre mesure Sarkozy, on en parle ce soir avec nos invités. L'économiste Nicolas Bavré, le secrétaire général adjoint de l'UMP, Hervé Novelli, et notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud. Nous verrons également comment toutes les références à l'Allemagne et à son modèle hier lors de l'intervention du chef de l'État ont été accueillis outre-Rhin avec le journaliste allemand Rodolphe Balmer. Et puis c'est la première offensive de l'hiver, plus rude que prévu. Météo France vient d'étendre sa vigilance orange à 36 départements en raison des chutes de neige et du verglas. Une centaine de places supplémentaires d'hébergement sont ouvertes pour les sans-abri à Paris. Voilà pour le sommaire de votre 22h ce soir. Merci d'être en notre compagnie. Après les paroles, la mise en musique. François Fillon est intervenu aujourd'hui pour préciser le calendrier des mesures annoncées hier par Nicolas Sarkozy. Et dans la foulée, ce sont les parlementaires UMP qui seront reçus demain matin. Le Parlement d'ailleurs qui sera très sollicité à 3 mois de l'élection présidentielle. Fabrice Cunet. Il faut faire quoi? Attendre? On n'y peut rien? Nicolas Sarkozy veut aller vite. La feuille de route donnée à son gouvernement est claire. Les premiers textes doivent être votés début mars. À charge aux ministres concernés de tenir ce calendrier. À commencer par Benoît Apparu et le projet de loi visant à faciliter la construction de logements. Est-ce que les parlementaires vont le voter? Oui, les parlementaires le voteront. En tout cas, je le souhaite. On a le temps pour le faire. Le projet de loi, vous le savez, sera au Conseil des ministres début février. Grosso modo, ça nous laisse à peu près un mois pour faire la navette. Ça me paraît amplement suffisant pour faire un article unique. C'est un article unique. Concernant les mesures fiscales touchant la CSG ou la TVA, un projet de loi de finances rectificative est nécessaire pour une application en octobre. Logement, fiscalité, le débat au Parlement s'annonce tendu, mais pas question de passer en force pour le gouvernement. Si vous pensez au 49.3, c'est bien de ça auquel vous pensez. Le gouvernement n'a pas du tout l'intention de prendre ce genre de décision. Le gouvernement donne aussi 2 mois aux partenaires sociaux pour s'entendre sur l'accord compétitivité-emploi. Dans le cas contraire, un projet de loi en définira le cadre. Au PS, l'ensemble de ces mesures est qualifié d'improvisation. Quand un projet de loi est mauvais, nous le combattons. Donc si un projet de loi est déposé, si ce projet de loi prévoit l'augmentation de la TVA, nous le combattrons avec les armes qui sont celles des parlementaires. Et il existe une majorité à l'Assemblée nationale, et même si le Sénat fait son travail d'opposant, c'est par définition la majorité à l'Assemblée nationale, si elle est toujours majoritaire à ce moment-là, qui l'emporte. Et François Hollande a déjà prévenu. En cas de victoire, ces différentes lois seront abrogées, même la taxe sur les transactions financières prévue pour août. Inopportune, infondée et improvisée, ce sont les qualificatifs utilisés par François Hollande pour dénoncer justement cette hausse de la TVA de 1,6. Le candidat socialiste affirme qu'il annulera cette mesure s'il est élu, bien sûr. On l'écoute. Moi, je ne retiendrai qu'une seule annonce de l'intervention du chef de l'État hier soir. C'est l'augmentation de la TVA. Et je la considère inopportune, injuste, infondée et improvisée. Ça fait beaucoup. Que restera-t-il des 35 heures? Le dispositif se réduit comme peau de chagrin. Hier soir, le chef de l'État a mené une nouvelle offensive pour les affaiblir, sans toutefois les tuer, en mettant sur la table notamment les accords compétitivité-emploi. Mais concrètement, comment pourront s'appliquer ces accords? On voit tout cela avec Monir Souci. Les 35 heures dans le viseur de Nicolas Sarkozy. Pour tourner cette page, le président de la République veut mettre en place des accords compétitivité-emploi. Le principe, dans chaque entreprise, direction et salariés négocient directement pour adapter la durée légale du temps de travail. La solution, selon le patronat, pour faire face à la baisse de l'activité.
L'entreprise prend l'assurance, prend l'engagement devant son salarié, devant ses salariés, de les conserver malgré la baisse des carnets de commandes. Ça, c'est l'apport de l'entreprise. Et l'apport du salarié, puisqu'on est dans le gagnant-gagnant, il a la sécurité, entre guillemets, de l'emploi, mais il faut plus de flexibilité, à la fois sur son temps de travail et donc sur son salaire. Ce dispositif inquiète les syndicats qui craignent que les efforts reposent essentiellement sur les employés. Il faut qu'on soit encore plus flexible. Flexible sur le temps de travail, flexible sur le salaire, flexible sur tout. Voilà. Et les patrons, ils sont flexibles sur quoi, eux? Ces accords internes primeront sur la loi et le contrat de travail. Pour ce chercheur, la flexibilité peut aider les entreprises à amortir la crise, mais il faut prendre garde à ne pas fragiliser le statut du salarié. Mais encore faut-il que ce mouvement, on passe de la loi à la négociation par entreprise, se fasse d'une manière équilibrée. Si effectivement il n'y a pas de garantie, ou si les garanties de représentativité des travailleurs, de représentativité des syndicats sont insuffisantes, on risque de voir apparaître une régression sociale. Nicolas Sarkozy veut aller vite, il donne 2 mois aux partenaires sociaux pour négocier. Si aucun accord n'est trouvé, François Fillon annonce qu'un projet de loi sera déposé, projet qui n'a aucune chance d'être voté avant la fin du quinquennat. Et nos invités ce soir pour évoquer cette actualité politique très chargée, Nicolas Bavrez, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, historien, économiste et éditorialiste à l'hebdomadaire Le Point. Également avec nous le secrétaire général adjoint de l'UMP, Hervé Novelli, bonsoir. Bonsoir. Notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud, bonsoir Jean-Louis. Sonia. Et Rodolphe Balmer, bonsoir. Bienvenue, Bonsoir. Vous êtes correspondant à Paris du quotidien allemand Die Tageszeitung. Bien dit, c'est bien ça? Très bien. Excellent. Alors Rodolphe Balmer, on va commencer justement à parler d'une actualité aussi européenne qui est très chargée. Le sommet européen se déroule en ce moment même avec la conférence à l'instant, avec cette idée de mise sous tutelle de la Grèce. Nicolas Sarkozy vient de dire qu'il n'était pas question d'appliquer cette idée. Est-ce que cette idée est largement répandue en Allemagne? En fait, il y a beaucoup d'Allemands qui pensent qu'eux, ils ont fait beaucoup d'efforts et qui ne voient pas d'inconvénient que d'autres peuples en Europe en fassent autant. C'est une opinion qui est facile à exprimer. Les Allemands, ils savent ce que c'est de faire des sacrifices et beaucoup parmi eux n'ont pas toujours été d'accord et tous ne sont pas d'accord non plus que les résultats sont au rendez-vous. Donc pour la Grèce, maintenant, c'est une autre histoire, je crois. Malheureusement, des deux côtés, il y a beaucoup de préjugés en cours et il y a beaucoup de discussions à faire. Justement, sur ce point, Nicolas Bavrez, cette demande, est-ce qu'elle ne souligne de l'Allemagne, est-ce qu'elle ne souligne pas en creux finalement que la Grèce ne fait pas suffisamment d'efforts? Et est-ce que c'est le cas? Je crois que le problème, c'est que quand on regarde l'Europe, donc ça fait maintenant pratiquement 2 ans et demi que la crise grecque a démarré, on a fait 16 sommets, on a un accord théoriquement sur de la responsabilité budgétaire, mais on n'a toujours réglé aucun des problèmes qui se posent. Premier problème, effectivement, la Grèce, qui maintenant est à sa 4e année de récession, avec un chômage gigantesque et une dette qui continue à augmenter. Il y a de la faute des Grecs, c'est certain, parce que les réformes n'ont jamais été faites, mais il y a de la faute aussi des plans qui ont été proposés et qui sont des plans qui ne tiennent pas la route. On dit que le marché obligataire se détend, que ça va mieux, que la crise de la dette est derrière nous. Mais ça, je crois que c'est complètement faux. Pour l'instant, le financement des États, il n'est pas réglé et on n'a pas expliqué comment on allait remettre de la croissance en Europe du Sud. Si vous regardez les derniers chiffres du chômage en Espagne, c'est plus de 22%. Donc, pour l'instant, ces problèmes-là ne sont pas réglés. Et je crois que la mise sous tutelle de la Grèce n'est pas possible d'un point de vue politique, mais surtout, avant de parler de mise sous tutelle, il faut savoir ce qu'on fait, quel est le plan cohérent qui permet d'un côté de traiter le problème de la dette grecque et de l'autre côté de faire repartir un peu l'économie grecque. Parce que tant qu'on n'aura pas fait ça, de toute manière, on n'aura pas réglé la question. Donc ce sont bien ces questions qui sont posées et autour desquelles qu'on passe son temps à contourner au lieu de les traiter. Donc on contourne le problème de la Grèce. Le financement des États, il est réglé, détendu provisoirement pour l'instant par la BCE. Voilà. Et la croissance, personne ne sait comment on en remet pour l'instant. En urgent à l'instant, Nicolas Sarkozy qui table sur un accord sur la dette grecque dans les prochains jours. Hervé Novelli, Nicolas Bavrez qui dit que la crise de la dette, finalement, elle ne serait pas derrière nous. C'est un petit peu l'inverse de ce qu'a dit hier soir Nicolas Sarkozy. Il a dit que le marché se détend. Comment vous voyez les choses? Ce que dit surtout Nicolas Bavrez, c'est qu'il y a un vrai problème aujourd'hui, c'est comment on crée de la croissance en Europe et plus particulièrement en France. Parce que nos politiques aujourd'hui sont des politiques qui, on le voit bien, mettent l'Europe dans une situation de panne de croissance.
par rapport à tous les autres pays dans le monde. Et le vrai problème qui a été posé par le président de la République, c'est comment est-ce qu'on peut s'en sortir et donc comment est-ce que nos entreprises peuvent être compétitives aujourd'hui par rapport à l'Europe et aussi au reste du monde. C'est ça qui est posé. C'est ça qui fait le vrai clivage aujourd'hui. Il est là. Parce que la vraie question est comment est-ce qu'on crée de la croissance économique. On n'a jamais rien trouvé d'autre que la croissance des entreprises, que leur bonne santé. Et donc, nous devons agir pour faire en sorte que nos entreprises s'en sortent mieux qu'elles ne s'en sortent aujourd'hui. Et ça créera de la croissance. Et c'est le clivage qui est aujourd'hui posé. On va en parler évidemment. Entre les le projets et les mesures annoncées. Les mesures du président. Jean-Louis, sur la croissance, justement, François Fillon a annoncé aujourd'hui que cette prévision de croissance est donc revue à la baisse. Il fallait s'y attendre? Oui. Il fallait s'y attendre. Les prévisions de croissance d'1% qui nous ont présentées depuis, je crois que c'était en octobre, qui a été révisée, on était à 2,25 de prévision de croissance pour 2012 au mois d'août. Ensuite, on est passé à 1,75, puis ensuite on est passé à 1%, et maintenant à 0,5%. Vous voyez le chemin qui a été fait depuis le mois d'août, c'est-à-dire le ralentissement. Le ralentissement gagne également l'Allemagne, puisque l'Allemagne a fait 3% de croissance en 2011, elle fera sans doute 0,6% en 2012. Donc il y a véritablement une interrogation sur la croissance en Europe. Nous traversons quand même aujourd'hui, je crois, une phase de répit en Europe, une phase de répit, même si les problèmes de fond ne sont pas résolus, la détente du marché obligataire. C'est pour ça, Jean-Luc, qu'on n'a pas parlé encore une fois du sommet de la dernière chance ce soir. On l'aborde plus sereinement, ce sommet, c'est la première fois depuis des mois. Le sommet n'était pas, c'était un sommet qui n'avait pas le caractère des autres sommets dans son intitulé. Je ne me rappelle plus exactement quel était l'intitulé. Donc c'est vrai, on n'a pas parlé, c'est peut-être le sommet de l'avant-dernière chance, c'est déjà un sommet de gagné. Donc, soyez pas pessimiste. Bon, le problème, non, on est dans une phase de répit. On est dans une phase de répit. Le problème, c'est ce que dit M. Novelli et ce qu'a dit Marie tout à l'heure, c'est que le problème, c'est que le relais croissance, on n'arrive pas à le formuler. Il devait aujourd'hui être abordé. Il est reporté justement à comment redynamiser la croissance en Europe. Il est reporté justement au prochain sommet parce que ça, on ne sait pas faire. Un dernier point encore par rapport à l'Allemagne. L'Allemagne avait deux propositions dans une note interne. Qu'un commissaire européen soit chargé de suivre le budget grec. Deuxième demande, c'est que la première dépense obligatoire, c'est le paiement des intérêts de la dette grecque avant toute autre dépenses. On est dans une situation politique beaucoup plus compliquée qu'il y a quelques mois par rapport à la question grecque. On a l'impression qu'on est en face du boulet grec et du canon allemand. Et avec ces deux-là, il y a un véritable problème qui est posé par rapport à ces deux pays. On va voir immédiatement si cette image correspond à la réalité, puisque nous sommes en ligne et en direct avec François Baudonnet. Bonsoir François. Oui, bonsoir. Nous avons parlé justement d'une polémique, d'une controverse autour de cette proposition allemande de mise sous tutelle de la Grèce. Est-ce que le climat s'est un peu apaisé ce soir à Bruxelles? Alors effectivement, le sommet vient de se terminer il y a quelques minutes. Et évidemment, chaque chef d'État, si vous voulez, a fait des déclarations par rapport à cette éventuelle mise sous tutelle. Alors par exemple, le président français, auquel on a posé la question tout à l'heure, nous a dit qu'il était hors de question que la Grèce, ou quelconque pays européen d'ailleurs, soit mis sous tutelle. Il a dit que c'était pas raisonnable, que c'était pas démocratique et que c'était pas non plus efficace. Hein. Alors il a précisé également que c'était pas d'ailleurs la position d'Angela Merkel, mais d'une partie du gouvernement allemand, parce que cette proposition allemande était forte. Vous savez, elle disait deux choses en fait. En clair, la Grèce ne tient pas ses promesses. Le déficit continue de filer. Il n'est pas meilleur en 2011 qu'il ne l'était en 2010. Et donc, ce qui était proposé, encore une fois, c'était pas la proposition totalement officielle du gouvernement allemand. C'était bien que la souveraineté passe d'Athènes à Bruxelles, où un commissaire européen, une sorte de commissaire budgétaire, gérerait directement le désendettement de la Grèce pendant un certain temps. Il aurait eu un droit de veto sur les décisions de la Grèce qui seraient jugées trop dépensières. Alors vous imaginez bien sûr la furie des autorités grecques. Le ministre grec des Finances, Evangelos Venizelos, avait par exemple dit qu'il fallait respecter l'identité nationale grecque et qu'il ne fallait pas oublier les leçons de l'histoire. Les leçons de l'histoire, c'est quelque chose d'évidemment très fort. Alors tout à l'heure, Angela Merkel, avant même la conférence de presse finale ici, elle a essayé de calmer le jeu. Pour la chancelière allemande, il n'est pas question de discuter de ça ici à Bruxelles. Mais c'est vrai que quand même, malgré tout, même si je dirais ce soir les choses sont en train de se calmer, on a un peu ce sentiment que le mal est fait, que le spectre d'une Europe qui serait de toute façon sous la coupole de l'Allemagne, eh bien ce spectre est bien présent.
Merci beaucoup François Baudonnet, donc en direct depuis Bruxelles. Merci pour toutes ces informations. Justement, Rodolphe, si on accepte cette idée, elle ne va pas être acceptée probablement de mise sous tutelle sur la Grèce. Demain, ça peut être l'Espagne, l'Italie. Est-ce que ça ne peut pas nourrir un retour de la germanophobie dans certains pays ? Oui, et on pourrait même dire, et pourquoi pas la France, puisque Nicolas Sarkozy a hier lui-même mis le doigt un peu dans le piège, en prenant l'exemple sur l'Allemagne d'une façon très choisie, c'est-à-dire sur quelques points. Je crains malheureusement, et je pense que c'est un sentiment qui existe aussi en Allemagne, que cette façon de toujours prendre l'Allemagne comme le meilleur de la classe. C'est pas le cas. C'est le cas économiquement pour le moment. Mais socialement, est-ce qu'on ne parle pas assez de la précarité sociale ou d'autres éléments comme cela ? Le meilleur de la classe, c'est rarement celui qui est le plus aimé. Et je crains pour l'amitié franco-allemande dans ce cas-là, que malheureusement ça déteint. Mais je pense que là, il faut aussi, du côté allemand, expliquer qu'il n'y a pas juste les quelques aspects que Nicolas Sarkozy a choisis comme exemple. On va revenir sur les autres aspects, notamment sur les aspects sociaux. Nicolas Bavray, plus que des mesures hier, ce sont des réformes, parfois structurelles, qui ont été annoncées. Avec le recul ce soir, comment vous les jugez ? Quelle marque, quelle empreinte, quel ADN, j'allais dire, si vous arrivez à le décoder, comportent ces mesures ? Alors, quand on regarde, finalement, pour les juger, je crois qu'il faut partir des trois grands problèmes de la France aujourd'hui. Il y a un problème de surendettement public, un problème de sous-compétitivité, un problème de chômage de masse. Ce qui est assez paradoxal, c'est que finalement, quand on regarde les mesures, le programme de François Hollande, c'est assez largement la poursuite du sarkozysme jusqu'à présent. C'est-à-dire que finalement, on a laissé filer les dépenses, on a beaucoup augmenté les impôts pour pouvoir continuer à laisser filer les dépenses et la dette publique. Donc, d'un côté, on continue avec 20 milliards de dépenses en plus et 30 milliards d'impôts en plus sur une économie qui va être en récession, dont 17 milliards sur les entreprises, alors que le secteur privé ne fait plus que 43% du PIB. C'est quand même un pari assez osé. Donc, voilà un peu le côté Hollande. Alors le côté Nicolas Sarkozy, c'est vrai que le gros manque et la grosse faille de ce quinquennat, c'est la compétitivité, puisqu'on a un secteur public. Ah, donc il a mis le doigt là où ça fait mal. Voilà. Alors on a d'un côté la hausse des dépenses et de la dette, et puis on a la compétitivité. Mais ce problème était posé depuis longtemps, et c'est vrai que c'est assez paradoxal de s'en apercevoir à 3 mois de l'élection. Donc on a 2 paquets. Ou 3 si on veut, un paquet qui est TVA sociale, un paquet qui est l'accord sur le chômage partiel défensif pour éviter l'explosion du chômage, et puis enfin une mesure de libéralisation sur le logement. Mais finalement, les mesures de libéralisation, elles avaient été explorées par le rapport Attali dont on n'a tiré aucun bénéfice. Et puis, il faut bien reconnaître que la TVA sociale, et ça c'est ce qu'a montré l'Allemagne, la TVA sociale a été mise en place pas par Gerhard Schröder, mais par Madame Merkel en 2006. On l'appelle comment ? TVA Sarkozy, TVA sociale ? Comment il faut l'appeler ? Non, mais je crois que pour les économistes, c'est de la TVA dite sociale. Ensuite, on peut toujours discuter des appellations. Ce qui importe, c'est la réalité. Donc l'idée, c'est de passer une partie des charges des entreprises sur la TVA, donc sur les ménages. Mais j'insiste, économiquement, ça revient à une dévaluation compétitive. Mais c'est comme pour une dévaluation compétitive, pour que ça marche, il faut avoir fait les réformes structurelles avant, sur le coût du travail, sur l'État-providence, sur le fonctionnement de l'État, et c'est ce qu'ont fait les Allemands dans un premier temps avec l'agenda 2010. La TVA sociale, sans les réformes structurelles, ça ne peut pas marcher. Il n'y a pas une espèce d'artifice ou de baguette magique fiscale qui, du jour au lendemain, va rendre les entreprises françaises performantes et le travail performant, malheureusement. C'est peut-être un programme pour un prochain quinquennat, mais le temps file. C'est vrai que le temps file, cela étant. Nicolas Bavrez est un peu sévère. On a baissé la dépense publique pour la première fois dans ce pays, dans le budget qui a été voté il y a quelques semaines. Donc ça, c'est quand même historique. Il faut aller plus loin, bien sûr, et je le dis depuis des années. La dépense de l'État, pas la dépense publique. La dépense de l'État. Il faudra aller plus loin sur les collectivités territoriales. Le président en a parlé hier. Ça, il les a pointés du sur doigt, la sécurité sociale, sur l'hôpital. Mais au-delà, ce qui est très intéressant et très important, c'est que le président, aujourd'hui, pointe la politique de l'offre. C'est-à-dire qu'il pense que notre salut, il est dans une offre de qualité, une offre compétitive.
supposée des entreprises françaises. Cette politique de l'offre, je la réclame depuis des années. Alors pourquoi lui n'a-t-il pas pris ce virage? Je n'ai pas été assez entendu, semble-t-il. Mais peut-être, sûrement même. Mais cela étant, aujourd'hui, c'est quand même mieux de se rendre compte que dans un climat de mondialisation, dans un contexte de mondialisation qui est celui que l'on connaît, toute politique de relance par la demande est une politique inefficace et coûteuse en argent public. Et aujourd'hui qu'il y ait enfin la prise de conscience, ce que je savais depuis le début de ce quinquennat, que seule une politique de l'offre, c'est-à-dire une politique qui permet à nos entreprises de se présenter dans les meilleures conditions sur le marché, est susceptible de nous sauver. Alors, cette prise de conscience, elle est aujourd'hui sur la table. Nous avons l'idéologie, nous avons les mesures, nous avons le calendrier. Est-ce que toutes les modalités sont claires? Alors justement, Nicolas Bavray disait trois décisions. TVA sociale, question foncière et chômage partiel. Moi, je pense que le plus important qui a été déclaré hier n'est pas dans ces trois catégories, c'est la modification du contrat de travail. C'est les fameuses 35 heures. C'est-à-dire, là, on rentre dans quelque chose de vraiment nouveau. La TVA sociale, bon, ce que vous voulez, quand même un transfert de 13 milliards d'euros entre les charges patronales d'allocation familiale et la TVA, et plus la CSG, l'augmentation de la CSG sur les revenus de placement, c'est quelque chose d'intéressant, si vous voulez. Mais enfin, ça ne porte pas à très grandes conséquences, sauf peut-être sur le pouvoir d'achat, de manière un peu minime. Mais la modification qui est introduite par Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire, en réalité, si vous, je vais le dire de manière un peu vulgaire, comme le boulet le canon tout à l'heure, si vous voulez faire la peau des 35 heures, mesdames, messieurs, aux entreprises, eh ben, débrouillez-vous, faites-le par vous-même en rédigeant un accord d'entreprise qui s'imposera sur la loi, qui fera loi, en fin de compte, qui fera loi. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. On va revoir les taux de salaire, revoir le temps de travail. Alors c'est là, vous posez la question de savoir, est-ce que tout est clair? Il y a quand même un certain nombre de... Il y a un loup? Non, il n'y a pas un loup. Je crois qu'il y a des précisions apportées. La loi en France, c'est les 35 heures. Bon, on connaît les problèmes, les avantages, tout ce que ça peut présenter. Bon, bref. Mais si une entreprise dit, chez moi, on travaille 39 heures, n'est-ce pas? Alors on discute avec les salariés, on dit, on travaille... Les heures supplémentaires commencent à partir de quand? À partir des 35 heures ou à partir des 39 heures? Sauf accord, à partir des 39 heures. À partir des 39 heures. Dans votre exemple. Hein, oui, donc à partir de là, le système... Non, mais tout ne doit pas. C'est-à-dire que l'idée défiscalisation des heures supplémentaires commenceront à partir des 39 heures. Dans l'entreprise. Dans l'entreprise. Donc il y a des modifications qui n'ont pas été apportées. C'est dans le projet de l'UMP. Oui, mais par le président n'a pas... il n'a pas eu le temps. Il s'inspire plus de votre projet, c'est ce que vous êtes en train de dire. Mais en tout cas, ces accords sont des accords qui étaient contenus, qui sont contenus dans le projet de l'UMP, qui dit plutôt la négociation que la loi. Oui. Et donc nous voulons favoriser cette négociation dans l'entreprise. Avant de donner la parole à Ardèche Belmer, juste Nicolas Bavray, est-ce que la campagne va s'articuler autour de ce débat, la compétitivité? Elle va peut-être s'articuler autour de ça. Je pense que de toute manière, elle doit s'articuler, comme je l'ai dit, sur la réforme du modèle économique et social. Et on aura ces trois grands blocs, hein. Le problème de la dette et de la dépense publique, le problème de la compétitivité et le problème du chômage. Et on verra comment les uns et les autres se situent. Je crois qu'il y a de toute manière quelque chose de très positif qui s'est passé depuis une semaine. C'est qu'avant, finalement, les populistes avaient le champ libre. Parce que les deux grands champions avaient choisi de ne pas se dévoiler. Et que, quel que soit le jugement qu'on peut porter sur l'un et sur l'autre, en tout cas, on a maintenant clairement... C'est un match à deux qui se dessine. Voilà, et des projets qui sont, à mon avis, alors qui sont intéressants parce qu'effectivement, il y a d'une certaine manière... une inversion entre les deux. Le projet Hollande est très proche de ce qui a été fait en réalité pendant les 5 dernières années. Et le président, bizarrement, prend le contre-pied ou fait la rupture avec lui-même, in extremis et de manière spectaculaire. Donc ça sera à l'électeur de juger, mais en tout cas, là, on a affaire à des vrais projets. Et du coup, il me semble que le vaste espace qui était laissé aux populistes va forcément s'en trouver réduit. Et ça, c'est tout à fait positif. Les dirigeants allemands ont l'air d'apprécier. Nicolas Sarkozy, Angela Merkel le soutiendra s'il est candidat. Gerhard Schröder, qui est plutôt social-démocrate, a affirmé dans les colonnes du Figaro il y a un mois que, je cite, les réformes entreprises par Nicolas Sarkozy vont dans le bon sens. C'est une love story avec les dirigeants allemands.
C'est de toute façon un renvoi de l'ascenseur. Nicolas Sarkozy avait soutenu Angela Merkel en 2009. Ce n'est que de la fairness politique. Mais je pense effectivement il y a une certaine connivence, complicité sur ces sujets. J'espère quand même que les dirigeants allemands expliquent aussi à leurs amis de l'UMP et au gouvernement que négociation en Allemagne, ça veut dire vraiment négociation. Parce que la réalité sociale n'est pas du tout la même. Et je crois qu'il y a un besoin d'explication. Il y a une réalité sociale en France qui est, notamment dans les petites entreprises, où les syndicats sont souvent absents ou extrêmement faibles. Les syndicats en France sont forts dans le secteur public. En Allemagne, il y a une grande tradition de la négociation, du dialogue, c'est-à-dire les ouvriers, les employés, ils ont aussi appris à se défendre dans les négociations. En France, cette expérience manque cruellement, c'est-à-dire on va avoir peut-être quelques grandes manifestations, mais dans la réalité de l'entreprise, les relations de force ne sont pas du tout les mêmes comme en Allemagne. Hervé Novelli, juste aussi une question politique. Est-ce que vous reprenez des couleurs par la majorité depuis hier? En tout cas, le problème est posé et on voit bien les différences. Ça va mieux, les doutes sont passés, le flottement, le moment de flottement. Ce qui est très important, c'est la manière dont on va s'en sortir. Et aujourd'hui, clairement, le président de la République a donné les voies d'une nouvelle politique adaptée à la crise. Il n'y a pas que la réduction des dépenses publiques, il y a aussi la nécessaire bonne santé de nos entreprises et on a tracé les voies pour s'en sortir. Nicolas. Je voulais rebondir d'un mot sur ce qui était dit sur le caractère très décentralisé du dialogue social en Allemagne. Ce qui est important, c'est pour ça que la notion de modèle n'a pas de sens. Chaque pays a ses structures, son histoire, sa tradition. On ne va pas importer l'industrie allemande en France, malheureusement, du jour au lendemain. On ne va pas importer la capacité, la cogestion ou encore la social-démocratie scandinave. Donc il faut qu'on trouve notre voie. Mais ce qui est important de rappeler, c'est que l'Allemagne a su se réinventer, se réformer avec sa réunification et ensuite l'agenda 2010. Le Royaume-Uni est en train de se transformer. L'Italie a pris le chemin de la réforme. Nous ne pouvons pas rester le seul des grands pays européens à vouloir conserver dans la naphtaline un modèle économique et social qui date des années 70. Si nous faisons ça, et nous serions maintenant les seuls à le faire, eh bien la France va vraiment à des lendemains qui seront difficiles. Dernier tour de table, c'est la question qu'on a beaucoup entendue. Je vous la pose quand même ce soir. C'est un candidat qu'on a entendu hier aussi? Oui, bien sûr. Ça, je crois que c'est d'ailleurs, il l'avouait mi-mot. Il a laissé peu de doute sur sa volonté, le moment venu, d'être candidat. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à ce 22h. Merci, c'est la fin de ce journal. Restez avec nous parce que justement, nous allons continuer à parler d'économie et de social avec un documentaire ce soir intitulé « Il était une fois le salariat ». Belle soirée à vous sur Public Sénat et à demain. J'avais 15 ans et demi quand j'ai commencé à travailler dans un magasin de tissus, mais en étage. Mon père a dit, tu vas aller travailler, mon garçon, et il est temps d'y aller, tu as 14 ans. C'était la mode comme ça, et c'était l'âge, c'était l'âge. 14 ans, c'est 14 ans. Oui, je travaillais, j'allais à l'école le soir, c'était l'école du soir. On a toujours eu quelque chose. Toujours, toujours, toujours. On n'a jamais repris le travail après une grève sans rien. On a toujours eu quelque chose. C'était très facile, il y avait une très forte demande. Par exemple, chez IBM, on embauchait entre 25 et 40 ingénieurs par mois. Ils ont dit, ah ben on embauche au Crédit Lyonnais, bon bah, j'y suis allée quoi. Et j'ai été prise tout de suite. On avait vraiment l'impression, c'est ça qui est formidable, c'est qu'on avait l'impression de construire et d'avancer.
Que regardent-ils ces ouvriers d'un autre siècle? On ne le saura pas. Et ces ouvrières, souriantes ou fatiguées, vers quoi marchent-elles? Les uns et les autres appartiennent à une même mémoire, la nôtre. Entre 1906 et 1975, le monde du travail s'est métamorphosé. 70 ans de lutte entre travailleurs et employeurs, 70 ans d'évolution économique, 70 ans de transformation du rôle de l'État. Dans ces années-là, s'inventent les idées mêmes de droit du travail, de retraite, de protection sociale, en un mot, de salariat. Toute une histoire qui continue à s'écrire. Pour la raconter, on pourrait commencer ainsi. Je m'appelle Lucien, j'ai 10 ans, je suis à la mine 12 heures par jour, mes frères aussi et mes sœurs, tout ça pour quelques sous. Moi c'est Marie, j'ai 16 ans, je travaille du matin au soir à trier le charbon, le plus vite que je peux. J'ai tellement peur de mon chef. Au début de l'autre siècle, la France est un pays de rentiers et de propriétaires. Les travailleurs sont ceux qui ne possèdent rien, seulement leurs bras à vendre, que le patron achète comme marchandise au jour, la journée. L'ouvrier est payé à la tâche. Il n'a ni vacances, ni indemnité chômage, ni sécurité sociale, ni retraite. Rigoureusement aucune protection. À la fin du 19e siècle, c'est la propriété qui protège, justement, en cas de maladie, de vieillesse impécunieuse. Vous avez des ressources, mais qui sont vos propres ressources. C'est la propriété privée. Et ceux qui sont hors propriété, je crois qu'on peut dire, sans faire de mélodrame, ils sont dans l'insécurité sociale totale. C'est-à-dire qu'ils sont à la merci du moindre aléa de l'existence. Bon, les travailleurs ont un salaire vraiment minimal, mais bon, peut-être survivent-ils à peu près et nourrissent-ils à peu près et encore mal leur famille tant qu'ils travaillent, mais une maladie, par exemple, ça bascule. Mon père, à 9 ans, il travaillait déjà. Hein. Et puis, à l'âge de 11-12 ans, un peu plus costaud, ils l'ont mis comme manœuvre maçon. Et il réparait les fours. Par rapport à des briques qui étaient mauvaises, il mettait mon père sur une planche, il mouillait